J'ai compris en venant ici qu'il y avait une volonté sincère des acteurs de la profession du vin d'essayer de s'engager dans une démarche de progrès. C'est suffisamment significatif pour venir encourager cette démarche, bien entendu. Je ne sous-estime pas les difficultés compte tenu, comme c'était évoqué tout à l'heure, des habitudes culturelles et culturales de la profession. Mais en tout cas, je voulais le saluer et je ne rentrerai pas dans ce débat puisque c'est affaire de spécialistes et si j'en crois l'organisation du festival, c'est donc demain que les professionnels, les scientifiques pourront échanger sur les alternatives. Ce que j'ai souhaité, ce que j'avais demandé à Madina, si vous le permettez, c'est d'essayer d'inscrire cette contribution ici à Saint-Émilion et dans le territoire, dans les enjeux globaux, dans les enjeux du XXIe siècle, parce que je suis convaincu que si chacun, ici comme ailleurs, ne prend pas sa part de responsabilité, nous n'y arriverons pas les uns contre les autres. Et pour paraphraser cette magnifique sentence de Martin Luther King qui était destinée à la cause des Noirs, il disait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots ». Eh bien, pour l'enjeu écologique, nous sommes condamnés à agir ensemble, à penser ensemble, ou à tous souffrir comme des idiots. Et c'est bien ça l'enjeu, parce que, vous savez, les mots ont de l'importance. Je dis souvent que les choses mal nommées n'existent pas, ou en tout cas, on ne les perçoit pas dans leur intégralité. L'environnement, oui, c'est une cause majeure, mais ce mot crée une forme de confusion ou de malentendu. On a le sentiment qu'on se préoccupe de ce qu'il y a autour de nous. En réalité, et c'est bien cela qui doit nous rapprocher, cet enjeu nous concerne nous d'abord, eux d'abord, nos propres enfants. Ici à Saint-Émilion, là-bas à Pékin, là-bas à Delhi, là-bas au Burkina Faso. C'est bien leur avenir qui se détermine maintenant. Et cet enjeu qui a été caricaturé, tourné en dérision, qui peut parfois provoquer une forme d'aversion, essayons de le placer à son niveau, un niveau suprapolitique, parce qu'il s'agit d'un enjeu tout simplement humaniste. Et justement, c'est peut-être la dernière étape, la plus difficile, de nous humaniser, de nous civiliser, parce qu'il ne vous aura pas échappé que, contrairement à ce que l'on croit, nous ne sommes pas encore civilisés en profondeur. Il y a encore une étape. Et cette étape, c'est l'étape du sens. Parce que ça n'est pas un défaut de technologie, ça n'est pas un défaut d'intelligence qui nous manque, c'est simplement un défaut de sens. Edgar Morin, qui est un magnifique philosophe, définissait notre société en disant « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et c'est bien ça l'enjeu du XXIe siècle. Notre intelligence, qui n'a pas fait défaut depuis 150 ans, au point d'ailleurs de nous aveugler, est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. C'est à cela que nous sommes condamnés, mais est-ce une condamnation ou plutôt une opportunité ? Vous savez, souvent, les gens qui me suivent avec d'autres depuis 25 ans et qui sont étonnés que je ne sois pas essoufflé, me disent « Mais est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Alors je réponds, d'abord, ça dépend à quelle heure vous me posez la question, ça dépend qui j'ai rencontré, ça dépend qui j'ai croisé, parce que la tentation du désespoir est grande. Mais moi, je me recharge chaque jour auprès de gens que je rencontre, qui ne sont pas résignés, et simplement à leur contact, parce qu'eux, déjà, sont dans le changement, dans le partage, dans la solidarité, dans l'utopie peut-être, et à leur contact, je reprends suffisamment d'énergie pour l'étape d'après. Mais la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste, on peut y répondre de différentes manières. Un ami africain me disait, de toute façon, il faut des optimistes pour construire des avions, et puis il faut des pessimistes pour construire les parachutes. Mais en même temps, être optimiste, c'est un humoriste français qui le disait, c'est un imbécile heureux. Être pessimiste, c'est un imbécile triste. Mais en réalité, l'optimisme et le pessimisme, ce sont les deux faces d'une même médaille qui s'appelle la capitulation.
parce que dans tous les cas, vous abandonnez votre sort au destin. Eh bien, c'est à cela que nous sommes condamnés d'échapper, c'est le fatalisme, à ne pas confondre avec la fatalité. La fatalité, c'est l'étape d'après. Quand nous aurons perdu la main, ayez conscience que la fenêtre de tir entre ce que nous pouvons faire et ne pas faire est excessivement courte. Demain se décide aujourd'hui. Mais demain se décide aujourd'hui si chacun, encore une fois, au risque de me répéter, prend sa part de responsabilité. La planète, au chevet duquel nous sommes censés être, pardon de vous le dire, mais elle se passera très très bien de nous. Vous savez, à l'échelle géologique, si on considérait que l'histoire de la Terre est incarnée par la Tour Eiffel, 4,5 milliards d'années, vous placez une petite feuille de papier cigarette au sommet de la Tour Eiffel, c'est juste l'apparition de l'homme. Et comme disait Michel Foucault, l'homme vient à peine de surgir que déjà tout annonce sa disparition. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe de cette époque, puisque je cite des philosophes, allons-y gaiement, mais Bergson disait « L'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous ». Et Foucault disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Eh bien, pourquoi je cite cela ? Simplement pour que nous ayons conscience qu'en réalité, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que l'avenir dépend encore de nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous n'aurons plus les cartes en main. Nous sommes, si l'on en croit les géologues, rentrés brutalement dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, l'ère de l'humanité. C'est-à-dire que, en quelques décennies, nous avons inversé le rapport de force entre l'homme et la nature. L'homme est devenu une force géologique, donc nous sommes devenus notre propre facteur d'évolution. C'est nous qui, pour l'instant, décidons de notre propre destin. Une chance, une opportunité ou une calamité, l'avenir le dira, mais l'avenir le dira très rapidement. Et tout dépend du degré de conscience, du degré de sagesse. Tout dépend du sens. Parce que l'injonction que nous avons, ça n'est pas plus de progrès, c'est de redonner du sens au progrès. Et de ne pas sans cesse confondre toutes sortes de performances, prouesses technologiques avec un progrès. Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Eh bien, faisons cette révolution, tant qu'on peut la faire à l'amiable. Mais elle ne se fera pas si les lois humaines continuent à s'exonérer des lois de la nature. Si l'homme pense pouvoir se placer au-dessus de la nature, la première chose, c'est peut-être de revenir sur Terre, c'est d'arrêter d'être enivré, étourdi, aveuglé par nos prouesses technologiques. C'est de revenir simplement humain, avec notre vulnérabilité et notre puissance, mais de comprendre que nous faisons partie d'un tout et que notre technologie, notre science ne peut pas nous permettre de nous exonérer de la nature. Si nous avions la possibilité peut-être de nous extraire un temps de notre planète Terre pour nous voir tels que nous sommes, en fait, de nous voir sur ce tout petit substrat à l'échelle de l'univers qui est infiniment petit, que l'on appelle la planète Terre, avec une petite poignée de naufragés dont nous faisons partie, nous prendrions conscience que contrairement à ce que l'on croit, dans l'univers, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception. On a beau envoyer des sondes en dehors du système solaire, à commencer par la sonde Voyager, on n'a pas trouvé le début d'un commencement de preuve que la vie ait pu cheminer ailleurs. Je dis ça parce que d'avoir conscience que la vie est l'exception et que nous faisons partie de cette exception, et qui plus est, nous sommes la partie consciente de cette exception, ça pourrait peut-être nous faire basculer d'une forme de vanité à une forme d'humilité, de réaliser tout d'un coup que nous vivons sur un seuil étroit de tolérance, qu'en fait la vie sur Terre, elle tient à une combinaison de paramètres
qui est aussi improbable que si j'avais dans les mains une boîte de Scrabble, que j'en faisais tomber les lettres par terre et que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'inscrive sous nos yeux, voilà les combinaisons de paramètres pour que la vie ait pu cheminer sur Terre. Et comme Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, la vie, elle tient à quoi ? 30 cm, 40 cm de terre arable sous nos pieds et au-dessus de nos têtes, à une petite pellicule que l'on appelle l'atmosphère, qui fait à peine quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Changer la combinaison de ces deux écosystèmes et la vie s'arrêtera. Avoir conscience de cela, ça n'est pas nous réduire, c'est nous grandir. Voilà l'enjeu écologique que je m'attriste de voir tant malmené, tant caricaturé. Mais je ne désespère pas, à travers l'exemple de Saint-Émilion, de voir que les choses changent, bougent. Mais soyons sérieux. Nous ne gagnerons pas cet enjeu, cette bataille contre nous-mêmes, si nous perdurons dans les pratiques du 19e et du 20e siècle. C'est en profondeur qu'il va falloir changer. D'abord, nous changer, nous, dans nos habitudes, dans nos réflexes, dans nos comportements, mais changer nos modes de transport, changer nos modes de production agricole, changer notre modèle économique, changer notre modèle énergétique. Ah, là, ça commence déjà à tétaniser parce qu'on se dit, quand même, pendant 150 ans, tout ça a plus ou moins bien fonctionné. Et tout d'un coup, ce qui apparaissait comme la solution devient le problème. Regardez simplement, si l'on veut se donner une chance de gagner la bataille climatique dont dépend l'avenir des générations présentes, il faudra que l'humanité cesse volontairement d'utiliser ou d'exploiter plus de 70% des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Quand je résume l'équation climatique à cette simple contrainte, on peut comprendre que ce n'est pas gagné d'avance. Parce que pour beaucoup, le pétrole, le charbon, le gaz, c'est de l'or noir. Sommes-nous habitués volontairement à ne pas exploiter un tel filon ? Savons-nous renoncer ? C'est toute la question. Serons-nous capables de renoncer à certaines choses, de choisir, de privilégier, d'investir sur ce qui a du sens compte tenu des contraintes du XXIe siècle et de renoncer à ce qui n'a plus de sens compte tenu des contraintes du XXIe siècle. Et je pourrais vous faire la liste des exemples d'incohérence aujourd'hui où l'on va continuer à dépenser, à investir sur des choses qui sont totalement antinomiques avec la crise climatique, pour ne parler que de cet aspect de la crise écologique. Car c'est de cohérence dont on a besoin. Vous savez, le progrès vaut par des acquiescements et par des renoncements. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas de faire les choses par habitude, c'est de faire les choses parce que nous avons décidé de les faire. Parce qu'encore une fois, elles ont un sens. Et c'est aussi cet aspect-là, culturel, de notre propre liberté, parce que nous sommes tellement conditionnés par un modèle qui a eu ses effets, mais qui a quand même laissé pour compte bon nombre de personnes sur le chemin. Mais je voudrais surtout insister sur un aspect qui me semble essentiel. Pour vous dire que la crise écologique, la crise climatique, la crise de la biodiversité, la crise de la raréfaction des ressources, parce qu'au passage, beaucoup n'ont pas encore réalisé que nous sommes passés brutalement d'une période d'abondance à une période de rareté, et que tout ce qui fait le substrat de l'économie risque, si nous continuons avec la même compétitivité et la même productivité, de finir ce siècle avec 95% des matières premières et des ressources naturelles qui seront épuisées. Il faudra me dire après comment on fait. Mais ce que je voulais dire par-dessus tout, et je l'ai répété pendant les 3 ans que j'ai passé à essayer de faire en sorte que la conférence de Paris ne se termine pas par un échec. Pour autant, je relativise pour dire qu'elle ne s'est pas non plus terminée par un immense succès. Mais enfin, c'était une étape importante. C'est que l'enjeu écologique, c'est un enjeu, ça a été dit tout à l'heure, de solidarité majeure.
Et c'est un enjeu de solidarité majeur, d'abord parce qu'il incarne ou il souhaite, il promeut, il soutient la solidarité dans 3 dimensions. Dans l'espace d'abord. Parce que, je le dirai et je l'expliciterai tout à l'heure, nous n'avons pas d'autre choix au moment où la tentation du repli sur soi, individuel, étatique, de penser la planète comme un simple et unique espace de solidarité. Ça n'est pas une option, c'est une condition. La solidarité dans le temps, parce que tout retard que nous prenons à remédier à ces sujets-là, eh bien nous transmettons les problèmes, mais pas les solutions, aux générations juste après. Et nous nous désolidarisons d'eux, nous sacrifions l'avenir au présent. En tout cas, c'est ce que nous faisions jusqu'à présent. Et puis la 3e solidarité, c'est la solidarité avec le vivant. L'homme a pensé pouvoir, sans faire de prosélytisme, détacher sa branche de l'arbre de la création, faire cavalier seul, s'exonérer des fameuses lois de la nature, transformer la diversité en uniformité, modeler la nature à son image, ne garder de la nature que l'aspect qui nous ressemble. Et encore, nous ne sommes même pas capables de sauver nos plus proches cousins sur le plan génétique que sont les grands singes. Et c'est bien un enjeu de solidarité. Mais je ne le dis pas sur un plan moral et je ne le dis pas sur un plan éthique. Je le dis simplement parce que si l'on veut que le XXIe siècle ne reproduise pas les grands conflits du XXe siècle, la solidarité n'est pas une alternative, elle est une obligation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui a fondamentalement changé, dont on n'a pas pris la mesure, mais qui transforme cet aspect moral en obligation physique. C'est que nous sommes maintenant dans un monde qui s'est relié, qui s'est connecté par Internet, la télévision, la mobilité. Qui que ce soit dans le monde est capable de voir à un moment ou à un autre si sa vie a la même valeur que la vie de quelqu'un d'autre. S'il a la même estime, s'il a la même attention, si quelque part il profite à l'identique du progrès. Dit autrement, comme c'est le cas pour 40 000 femmes par jour en Afrique, quand une de ces femmes découvre qu'un matin, son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, parce que par Internet, par la mobilité, par le déplacement des organismes humanitaires, elle le sait maintenant. Jusqu'à présent, elle pensait que c'était la fatalité. Donc elle s'inclinait, bien entendu. Mais quand tout d'un coup, elle se dit, simplement parce que par un mauvais hasard géographique ou génétique, je ne suis pas né au bon endroit, et mon gamin n'a pas la même valeur, la même attention, la même estime, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui explique l'état du monde d'aujourd'hui et pire, celui de demain, qui est l'humiliation. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la crise climatique et la crise écologique ajoutent de l'inégalité à l'inégalité, de la misère à la misère, de la souffrance à la souffrance. Les hommes, les femmes et les enfants qui subissent aujourd'hui les conséquences des changements climatiques, ce n'est pas forcément chez nous que les souffrances sont le plus palpables ou visibles, mais croyez-moi, notre temps viendra. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'un phénomène, le changement climatique, qui n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité et qui souvent s'est fait à leur détriment. Comment voulez-vous aspirer dans un monde où tout se sait, où tout se voit, à vivre en paix si nous ajoutons de l'inégalité à l'inégalité ? Et c'est bien pour ça que ma conviction profonde, et c'est pour ça que je me désole qu'on caricature cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu majeur, personne ne pourra aspirer à vivre en paix tant que de telles inégalités s'appliqueront, et d'autant plus inégalités dont nous sommes souvent responsables, elles ne pourront pas perdurer, et nous ne pourrons pas contraindre des hommes, des femmes et des enfants à subir des phénomènes ou les conséquences d'un mode de développement en leur demandant de rester simples spectateurs. Et la crise écologique, et j'ai pu le vérifier sur le terrain, qui a accru la désertification,
qui a détruit des écosystèmes et des cultures vivrières, qui pénalise des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les premiers événements climatiques, tornades, typhons, sécheresses, pénalise toujours les mêmes. Et tout cela explique ce fossé que nous découvrons un peu brutalement entre, allons-nous dire, le nord et le sud. Je ne sais pas si ce terme est parfaitement approprié. Et donc, c'est dans cette vision, cette analyse, cette conviction, cette complexité, bien entendu. Complexité parce que nous sommes tout d'un coup obligés de faire rentrer dans notre logiciel un facteur dont nous nous passions bien jusqu'à présent, qui est le long terme. Jusqu'à présent, on pouvait raisonner à 5, 10, 15, 20 ans. Mais maintenant, il faut essayer de raisonner avec une échelle de temps un peu plus longue, sauf que souvent les décisions pour privilégier le court terme ne s'accommodent pas des décisions pour privilégier le long terme. Et faire la combinaison des deux est beaucoup plus complexe. Elle rend l'action publique beaucoup plus difficile. Mais en même temps, devons-nous simplement nous effrayer ou pouvons-nous éventuellement nous réjouir? Moi, la seule chose qui m'effraie, c'est si nous laissons le temps décider à notre place. Mais ce qui me réjouit et ce qui me porte et qui fait que, même si parfois je me dis que je devrais raccrocher, c'est qu'il y a aussi dans le monde, en France, mais partout où j'ai été, des hommes, des femmes et des enfants qui ont déjà mis en place les éléments du changement, les éléments du monde de demain. Ils ne sont pas encore la norme, parce qu'il y a une forme de conservatisme, d'inertie. Dans les périodes de crise, le moment où on devrait s'ouvrir le plus au changement, on est les plus conformistes ou conservateurs qui soient. Mais le changement est déjà en marche. Quelqu'un disait, dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe et on n'entend pas les milliers d'arbres qui poussent. Eh bien, je peux en témoigner ici. Il y a des milliers d'arbres qui poussent. Mais il y a encore un modèle dominant qui n'a pas forcément envie de laisser sa place. Et pourtant, il faudrait, dans un temps court, que l'utopie, que la créativité, que la générosité, que la dignité, que l'humilité deviennent la norme. Et ça ne pourra se faire que si nous, la famille humaine, au-delà de nos différences culturelles, économiques, nos contentieux historiques, nous sommes capables de mutualiser nos moyens. Nous sommes capables de monter un modèle économique qui ne soit pas basé sur la compétition, mais bien sur la coopération. Non pas sur la concentration des richesses, mais sur le partage des richesses. Parce que toute solidarité, dans un monde où 1% préempte 93% de la richesse, restera un vœu pieux. L'argent, c'est comme le fumier, si on veut qu'il prospère, il faut le répandre. Et tant que nous nous accommodons de ce monde qui spolie, de ce monde qui concentre, où il est plus juteux de détruire que de réhabiliter ou de protéger, nous n'y arriverons pas. Et si je dis cela, c'est simplement parce que je ne veux pas donner le sentiment que simplement en corrigeant à la marge un modèle déminant, nous y arriverons. Il faut le réviser en profondeur. Mais pour le faire, il faut nous rendre disponibles au changement. Pour nous rendre disponibles au changement, il faut que nous soyons intimement convaincus que nous avons tout à y gagner, que nous pourrons faire un saut qualitatif, mais on ne le fera pas les uns contre les autres. Et l'enjeu écologique, si on sait le saisir, est une occasion de nous retrouver, une occasion probablement aussi de nous humaniser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne vers Madina parce que je ne sais pas comment se passe la suite. Non, mais on va proposer à la salle, aux personnes qui sont présentes, de partager peut-être des questions. Il n'y a qu'un micro, donc on va faire
Peut-être que s'il y a des personnes au fond qui veulent poser des questions, vous viendrez. Et si on traverse toute la salle, ce sera long. Il faut la première question. Donc c'est toujours la plus difficile à poser. Je voudrais avoir votre opinion concernant l'éolien. A priori, ça coûte assez cher. Ça serait produit à 75% à l'étranger. Et la rentabilité, quelle est-elle pour vous? Quel est votre point de vue là-dessus? Merci. Alors, avant de répondre juste sur l'éolien, je voudrais essayer de répondre sur le panel des énergies renouvelables. Et je n'aurais pas eu la même conviction il y a encore quelques années, mais j'ai profité pendant les 3 années que j'ai passé à préparer la COP, à chaque fois que j'allais à l'étranger, d'essayer de voir ce qui était dans le domaine de la recherche ou ce qui était déjà dans le domaine de l'application. Ma conviction profonde, et de grandes institutions le disent, nous pourrons répondre aux besoins énergétiques de la planète avec l'ensemble des énergies renouvelables. J'en suis convaincu, je pense qu'au premier chef, le solaire jouera un rôle très important. D'autant que la faiblesse des énergies renouvelables, jusqu'à présent, on parlera du coup après, c'est l'intermittence. La combinaison des différentes intermittences, en gardant à l'esprit que certaines énergies renouvelables ne sont pas intermittentes. La géothermie ne l'est pas. Si vous utilisez le gradient thermique marin, il ne l'est pas. Si vous utilisez les courants marins, ils ne le sont pas. La biomasse peut apporter un complément parfois pour les intermittents, et on sait maintenant, on commence à savoir stocker, y compris l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Donc je pense qu'en fonction des territoires, et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs au niveau européen, et malheureusement ce n'est pas le cas, une obligation évidemment d'avoir une stratégie énergétique harmonisée en fonction des potentiels de vent, de soleil, de biomasse, d'énergie marine, parce que ça sera évidemment plus facile avec des États qui se synchroniseront que de miser cela pays par pays. Associé évidemment à ce que le numérique et la domotique peuvent nous apporter pour optimiser évidemment l'harmonisation et la mixité du bouquet énergétique. Sachant aussi qu'aujourd'hui, on est capable à 24 heures de savoir exactement, sur un plan du vent, du soleil, sur un territoire précis, le lendemain, ce que l'on va avoir en termes de production énergétique à partir de ces différents flux. Le solaire, en l'espace de 10 ans, parce qu'il a été beaucoup plus soutenu que l'éolien, et parce que, force est de reconnaître qu'il a fait aussi des progrès en termes de rentabilité entre l'énergie captée et l'énergie restituée, a chuté sans avoir forcément été beaucoup soutenu. Son coût a été divisé par 10 en l'espace de 10 ans. Au point d'ailleurs que dans certains pays, pas simplement des pays en voie de développement, il est devenu ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire concurrentiel avec la production énergétique traditionnelle. Sur l'éolien, moi je pense que dans certaines régions, et au passage, vous avez noté qu'effectivement, pour l'éolien, beaucoup de la production économique ne vont pas forcément chez nous. Pourquoi? Parce qu'il en est de ce domaine comme dans d'autres. On a tellement tardé à investir, et c'est vrai dans le solaire, mais c'est vrai dans l'éolien, que ce sont souvent des grands émergents, qui d'ailleurs sont maintenant des pays émergés comme la Chine, qui raflent la mise. Et c'est bien dommage que nous ayons tant tardé sur ce sujet à investir, parce qu'il était évident qu'à un moment ou à un autre, on allait avoir un basculement entre l'énergie fossile et les énergies renouvelables. Je voudrais ajouter une chose. Donc, je crois que dans un mix énergétique, l'éolien a sa part, mais vous verrez que nous aurons aussi dans ce domaine-là, peut-être pas d'une manière aussi spectaculaire que le solaire, mais en termes de coût économique et en termes de rendement. Vous voyez maintenant se développer des éoliennes à axe vertical. Vous voyez des éoliennes totalement différentes avec des grands mâts qui captent des micro-courants. Simplement parce que tant qu'on avait d'un côté les énergies fossiles et de l'autre, pour ceux qui croient au nucléaire, les deux, on n'avait aucune raison d'aller investir dans ce qui pouvait apparaître comme des énergies archaïques. Maintenant que la contrainte est bien actée, et ça c'est au moins l'enjeu de Paris, c'est que la contrainte, le constat et les objectifs ont été fixés par l'ensemble des États. Vous verrez que dans tous ces domaines,
les coûts vont tomber et l'efficacité va s'améliorer. Mais je voudrais juste profiter de cette question pour vous dire que pourquoi je me réjouis de cette perspective. Et c'est un des effets positifs du changement climatique. Parce que s'il n'y avait pas eu les changements climatiques, nous aurions attendu la fin des énergies fossiles, on aurait été extraire avec des coûts et des méthodes et des risques faramineux, les dernières gouttes de pétrole, les gaz de schiste. Bon, on n'a pas encore renoncé, mais enfin, j'espère qu'on va le faire. Là, comme on a compris quand même que c'était un enjeu majeur, on va mettre le paquet. D'abord, le simple fait qu'il y a ce qu'on appelle un désinvestissement carbone qui est en train de s'opérer, notamment parce que des pays comme le nôtre ont introduit un avantage compétitif aux énergies renouvelables en introduisant un prix du carbone. Vous allez voir que les choses vont s'accélérer. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour, au-delà de lutter contre les changements climatiques? Si vous regardez depuis 150 ans, mais on va dire plus récemment, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, les conflits auxquels nous avons assisté, notamment au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il ne vous aura pas échappé que d'une manière avouée ou dissimulée, les causes avouées ou dissimulées de ces conflits étaient liées directement ou indirectement au gaz, au charbon ou au pétrole. Donc dit autrement, si demain, comme le climat nous y oblige, et moi je suis convaincu de ça, chaque pays, grand, moyen, petit, et je pense notamment aux petits, pourra produire son énergie dans ses frontières, à partir de sources d'énergie qui sont gratuites. Parce qu'une fois que vous avez les machines pour capter, transformer l'énergie du vent ou l'énergie du soleil, le vent, le soleil, la géothermie est gratuite. Vous allez rétablir l'équilibre entre les États. Parce que qu'est-ce qui fait la puissance d'un État aujourd'hui? Pour beaucoup, c'est fonction de son potentiel énergétique ou du fait qu'il détient. Nous, par exemple, la France, combien de fois nous avons baissé dans des tensions diplomatiques récentes les yeux vis-à-vis notamment de la Russie, parce que nous avions peur tout simplement que Gazprom ferme son robinet du gaz. En permettant à chaque État d'être son propre producteur d'énergie, premièrement, vous rétablissez l'équilibre de force, donc ça participe à la paix. Deuxièmement, cet argent que vous ne mettez plus à l'extérieur des frontières, eh bien, vous pouvez le mettre dans l'éducation, dans la formation, dans la santé, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc je pense que nous avons là une extraordinaire opportunité. J'espère maintenant que l'Europe va être capable, comme la Chine l'a fait, et l'a fait avec une rapidité absolument incroyable. Ils ont, en l'espace de quelques années, triplé ou quadruplé leurs propres objectifs. Voilà. Donc j'espère que l'Europe sera capable, et pas simplement l'Allemagne toute seule, d'avoir une vision sur notre stratégie énergétique et que nous tendrons vers une forme d'autonomie énergétique européenne. Pensez-vous que l'exploitation de l'hélium 3 sur la Lune soit une alternative viable? Et aussi le fait que la Chine soit la première qui va l'exploiter ne risque pas justement de faire de nouveau un renversement économique et d'écraser l'économie des pays qui ne peuvent pas se permettre d'aller faire cette exploitation? Je pense que vous en connaissez plus sur le sujet que moi. Donc je vous laisse éventuellement faire la réponse. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais si vous avez une petite information... Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'en effet, on a découvert que l'hélium 3 qui se trouvait en abondance sur la Lune pouvait être exploité et que même le fait d'aller le chercher jusque sur la Lune et revenir serait une alternative vraiment extrêmement productive. Mais bon, ça aussi, il faut avoir de l'argent pour pouvoir y aller le chercher. Voilà, et on va détruire une planète supplémentaire, en fait, une planète, entre guillemets. Voilà. En tout cas, ce n'est pas la vie sur la Lune qui nous posera problème pour l'instant. Ce que je pense, en tout cas, c'est que si cette alternative ou cette hypothèse est avérée, ça ne se fera pas dans un temps court, pour des raisons que vous avez évoquées. C'est justement dans un an, la Chine va commencer, donc ils ont déjà déposé le brevet. Bon, personnellement, je n'étais pas au courant, mais si ça peut profiter à l'ensemble de l'humanité, ça sera une bonne chose. Si ça recrée des rapports de force, évidemment, ça sera une chose terrible. C'est pour ça que... Pensez que ça pourrait être quand même positif, même si on va aller chercher l'énergie. En tout cas aussi,
aussi, à défaut de l'hélium 3, dont je ne connaissais pas l'existence, mais il faut que je revoie mes cours de physique, j'ai oublié de dire aussi que dans le bouquet énergétique, pour le stockage de l'énergie, l'hydrogène, de mon point de vue, jouera un rôle aussi très important dans les années à venir. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi vous parler justement, vous avez parlé de la désertification. Il y a ce polymère qui est déjà utilisé depuis bien longtemps, qui peut absorber 500 fois son poids en eau. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être éventuellement justement une solution pour Qu'est-ce qui pourrait absorber, pardon? Il y a un polymère ouais. Qui peut absorber 500 fois son poids en eau. Justement, donc lorsqu'on fait des plantations, on peut le planter avec. Et donc à chaque fois qu'il pleut, donc on sait bien que dans le désert, il pleut très très rarement. Aucune goutte d'eau ne se perd. Elle va être rendue aux plantes ou aux graines qui ont été semées. Pensez-vous que ça pourrait être aussi une alternative? Vu comme ça, tel que vous le présentez, a priori, je n'ai pas de raison de penser le contraire. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le génie humain qui fait défaut. Et donc, je ne doute pas que, compte tenu que la contrainte, qui n'est encore une fois pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition, comme cette condition maintenant est bien actée, et que cette contrainte est bien actée, je pense que nous aurons des sauts technologiques extraordinaires. Encore faut-il que la science ne se disperse pas sur tous les fronts et que ce soit bien sur ces sujets-là que, prioritairement, nous investissions. Voilà. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que si nous voulons lutter contre les changements climatiques, il faut agir sur deux fronts. Et on a tendance à privilégier un seul front. Le premier front, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça, chacun peut le comprendre. Et il n'y a pas d'ailleurs que le CO2, il y a le méthane, le protoxyde d'azote et bien d'autres gaz, parfois d'ailleurs plus nocifs et sur lesquels notre attention est plus relâchée. Mais ça, c'est une priorité, et je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir lutter contre ça, il va falloir que nous renoncions à exploiter une grande partie des réserves que nous avons sous les pieds. Mais la deuxième condition, et je profite parce que c'est votre intervention qui m'y fait penser, et la communauté internationale, à mon avis, a relâché son attention là-dessus, et c'est une erreur majeure. L'année dernière, en 2012, nous avons détruit 40 millions d'hectares de forêt. Et nous avons détruit un nombre de zones humides, de mangroves, de barrières de corail, quasiment tout aussi important. Chacun sait que ces écosystèmes sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Et que quand vous détruisez 20, 30 ou 40 millions d'hectares de forêt, vous restituez à l'atmosphère brutalement autant, pratiquement, de millions de tonnes de CO2. Donc je ne vois pas comment nous allons, d'un côté, essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec toute la complexité que ça représente, puisque ça remet en cause notre modèle industriel, si dans le même temps, nous libérons ces écosystèmes qui, jusqu'à présent, nous rendaient ce service-là et nous restituons. Et dans la conférence de Paris, j'ai déploré que ce point-là ne soit pas suffisamment mis en avant, parce qu'il faut que nous rentrions dans ce que j'appelle une démarche d'impact positif. Dit autrement, je pense que nous avons une bonne occasion, comme la plupart des écosystèmes, la plupart des puits de carbone sont détenus par des pays au sud. Si nous trouvons un modèle économique pour que les pays du Sud non seulement protègent ces écosystèmes, mais qui plus est les restaurent, parce que les protéger ou réduire la déforestation ne suffit plus. Il faut les réhabiliter. Et comme de réhabiliter une forêt, une mangrove, une zone humide, ou, et je les ai oubliés, des sols qui ont été désertifiés, parce que nous savons aujourd'hui, avec des pratiques qui sont déjà utilisées dans certains pays d'Afrique, et notamment je les ai vus à l'épreuve au Bénin, on sait en 2 ans redonner de la productivité à des sols qui ont été désertifiés. Bon. Quand vous réhabilitez des sols désertifiés, premièrement, vous leur redonnez une productivité, donc vous permettez à des populations de revenir ou de se fixer. Deuxièmement, vous redonnez à ces sols une capacité de stockage de CO2, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, un sol inerte n'a plus aucune microbiologie et de surcroît ne stocke absolument plus de CO2. Donc ce front-là est très important, réhabiliter les sols, réhabiliter les écosystèmes, encore faut-il rémunérer les populations qui sont détenteurs de ces écosystèmes, dans la mesure où elles rendent un service universel, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas rémunérées pour cela. Donc à partir du moment où le Nord continue à émettre une quantité X de CO2, elles doivent, pour compenser positivement et pas simplement compenser, rémunérer les pays du Sud. Et quand on regarde le prix à la tonne de CO2, croyez-moi, pour la plupart de nos entreprises, c'est epsilon.
Oui, oui. On m'entend. Oui, moi je vous ai trouvé très optimiste quand vous dites que l'éventail des énergies renouvelables possibles pouvait subvenir, disons, se substituer aux énergies fossiles, nucléaires, etc. Je pense qu'on réalise mal l'espèce d'orgie énergétique dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je pense que la première chose, c'est cela. Parce que moi, je ne vois pas comment... Enfin, quand on réalise ce qui est stocké dans 1 litre d'essence ou de gasoil comme énergie, c'est absolument impressionnant par rapport à du solaire. Et par rapport à du solaire, de l'éolien, etc. Donc, je veux dire, à mon avis, c'est une illusion de croire que l'ensemble le panel des énergies renouvelables va pouvoir se substituer. Je pense que de toute façon, il va falloir baisser ce qu'on consomme de façon assez drastique. Et le problème, c'est aussi de le dire aux gens, à mon avis, parce que l'écologie, ça ne peut pas simplement être un truc de bon sentiment où tout le monde est... Non, ça a une implication éventuellement drastique sur nos consommations, parce qu'on est tous venus avec des jolies voitures diesel de 9 chevaux. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête, il y a ça derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de peak oil, mais on n'est pas du tout que dans le peak oil. On est dans le pic de l'ensemble des matières premières, y compris celles qui sont à la base du numérique, qui sont les terres rares, qui vont mériter de plus en plus leur nom. Et dans la mesure où on base l'ensemble des régulations de ces systèmes solaires, etc., je sais de quoi je parle, je veux dire, on est quelque part dans un entonnoir aussi. Je veux dire, il ne faut quand même pas se masquer. En plus, c'est la Chine qui détient quasiment toutes les réserves de terres rares. Le gallium, c'est 100 tonnes par an TTC pour toute la Terre. Donc voilà, il y a quand même une espèce de goulot d'étranglement qui est là et qui ne permet pas de dire, comme ça, on va juste faire une substitution et tout ira bien. Alors, sur la première partie, vous avez raison, et c'est parce que je ne l'ai pas développé. Si ça ne s'accompagne pas d'une politique drastique d'efficacité énergétique, et dans beaucoup de domaines, on peut diviser par 2, par 4, par 10, parfois par 20, mais ça doit aussi s'accompagner par, une remise en cause des flux énergétiques et des flux économiques. Moi, je ne pense pas que nous gagnerons cette bataille si on s'accommode d'un modèle marchand avec des échanges tels qu'ils se sont produits jusqu'ici. C'est-à-dire que ce temps où nous acceptions que des aliments qui arrivent dans notre assiette et fait 2 fois le tour du monde, ou que pour changer son frigidaire, il va être arrivé de Chine alors qu'il pourrait être produit en Europe, à mon avis, ça participera aussi à une relocalisation partielle ou plus importante de l'économie. Mais l'efficacité énergétique et la technologie peut nous y aider, les comportements peuvent nous y aider, la régulation et la réglementation peuvent nous y aider, et ça rejoint votre deuxième réflexion. Je l'ai souligné tout à l'heure, mais je n'avais pas mentionné les terres rares dont vous parlez, et vous avez raison de dire que la Chine, qui est très très bien anticipée justement sur la raréfaction, enfin quand je dis très très bien, pas fait forcément dans la dentelle, parce que la manière dont la Chine, notamment en Afrique, a accaparé un certain nombre de matières premières ou de terres rares ou même de terres agricoles, je peux vous dire que pour l'Afrique, ça n'est pas forcément garanti de grand bonheur et de grande richesse. Donc oui, on va avoir ce goulot d'étranglement. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut sortir de ce siècle avec 80 ou 90% des matières premières sur lesquelles repose notre économie qui auront disparu si on ne les pilote pas d'ici là. C'est pour ça que la notion d'économie circulaire, qui est pour l'instant une notion sympathique, mais qui n'a pas été excessivement développée, devra s'imposer à un moment ou à un autre, et que si nous ne faisons pas rentrer dans un cycle technologique ou un cycle organique l'ensemble des matériaux sur lesquels repose notre économie, à un moment ou à un autre, nous aurons cette difficulté. Mais en vous disant ça, je ne veux pas non plus, j'essaie de garder un peu d'optimisme, mais j'ai conscience, comme vous, que cette notion de rareté et cet épuisement des ressources, je ne sais pas comment on va en sortir si nous ne sommes pas capables d'abord de soustraire un certain nombre de biens communs à la spéculation et à la marchandisation.
Et c'est pour ça que je suis convaincu que nous devrions, sur un certain nombre de matières premières et de ressources naturelles, avoir une gestion universelle. Mais on en est excessivement loin. Bonjour, monsieur Hulot. Voilà. Je suis d'accord avec vous au niveau de la Terre, mais aussi une chose très importante, c'est les océans qu'il faut protéger. Je ne vous vois pas, monsieur, pardon, c'est juste... Ah ben voilà, pardon. C'est les océans qu'il faut protéger et conserver la biodiversité qui existe à l'intérieur de ces océans. Et grâce aux océans, on pourra peut-être trouver une nouvelle énergie qui pourra satisfaire une bonne partie de l'humanité. Alors vous avez raison de le rappeler, bravo. Là aussi, je pense qu'à la conférence de Paris, le rôle des océans n'a pas été suffisamment mis en exergue. Vous savez probablement aussi bien que moi que les océans participent pour beaucoup aux équilibres climatiques, puisque ce sont eux-mêmes un 90%. Voilà, c'est un puits de carbone très efficace, sauf que son efficacité diminue proportionnellement à l'élévation de température. C'est-à-dire que plus l'élévation de température est avérée, plus l'acidification des océans est importante et moins sa capacité de stockage est importante. Donc, en réalité, cet écosystème qui nous est essentiel, sa fonction est en train de diminuer d'année en année. Donc, notre sort est évidemment lié non seulement évidemment à ce rôle que jouent les océans, mais je suis d'accord avec vous, avec prudence aussi, parce que il ne faudrait pas que les océans nous apparaissent comme un nouvel Éden et que du coup la convoitise de l'homme tout d'un coup se porte avec frénésie sur les océans. Mais je pense que sur un plan énergétique, sur un plan de la biodiversité, sur un plan pourquoi pas des ressources alimentaires, les océans peuvent jouer un grand rôle. Mais tout ça demande évidemment une grande gestion, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque la surexploitation notamment des océans est quelque chose qui met évidemment en péril cette ressource dont je rappelle quand même que c'est la source de protéines animales pour 1 milliard de personnes sur Terre. Et il y a aussi des engrais qui polluent les océans. Et voilà, l'homme ne fait pas assez attention à ces océans qui peuvent être une source d'alimentation. Merci, je suis d'accord avec vous. Merci, monsieur. Oui, donc c'est plus un témoignage qu'une question. Et surtout, je suis surpris des questions qui sont posées. À savoir qu'en fait, pour rendre gloire à René Dumont, qui a été dans les premiers à s'exprimer sur l'avenir de la planète, il y a 40 ans qu'il a écrit L'utopie ou la mort. Donc il y a quelques utopistes encore vivants et qui vivent dans l'utopie. Et puis la faucheuse, la grande faucheuse, affûte sa faux depuis 40 ans. Et là, effectivement, on est arrivé dans une période critique. Fondamentalement, le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est idéologique. Il est le rapport qu'on a avec la nature, la place que l'homme occupe dans la nature, et je dirais la façon dont on organise notre économie. À savoir qu'on est dans un système de compétition qui fait abstraction de toute réflexion sur notre avenir et qu'il faut revenir à des fondements qui soient basés sur le partage, la répartition. Enfin, je crois que je rends grâce à Nicolas Hulot dans son discours parce qu'effectivement, c'est fondamental ça. Et après, je veux apporter un témoignage sur les sols parce que j'ai choisi la pédologie, qui est la science des sols, quelque part par amour de la vie dans ma jeunesse. Et effectivement, aujourd'hui, les sols sont classés comme support. Tout part du sol, et sans sol, l'humanité a vraiment des jours qui lui sont comptés, plus le réchauffement climatique, enfin, je passe sur tous les autres aspects. Et effectivement, à l'échelle planétaire aujourd'hui, on a un gros problème avec nos sols. Et nos sols, enfin, je ne suis pas le seul à le dire sur les sols, il y a vraiment une controverse scientifique sur les sols dans laquelle l'INRA n'est pas un
puisqu'on a évoqué l'INRA comme porteur d'un certain avenir, je crois que ce n'est pas la controverse qui existe aujourd'hui sur les sols et pas la gloire de l'INRA, qui a une lourde responsabilité dans la façon dont on a traité en France notamment les sols, et qu'il y a vraiment urgence, c'est-à-dire que la biodiversité, qui est fondamentale au niveau des sols, est en train de disparaître. Ce qui voue un sol, on le tue en quelques dizaines d'années. Pour le régénérer, on est dans les milliers d'années. Donc il y a une distorsion dans l'échelle de temps, et là on est en train de se chauffer avec le bois dont notre maison est faite. Donc voilà. Sur mon témoignage, je veux m'arrêter là, mais fondamentalement, ce n'est pas un problème technique. Le jour où on sera dépositaire des valeurs nécessaires à notre survie, on aura gagné la partie. Et là, je voudrais remercier Nicolas Hulot et le travail fait par sa fondation en tant que vulgarisateur, je dirais, d'un certain nombre de valeurs humaines et, je dirais, environnementales. Voilà. Merci, monsieur. Monsieur Hulot, bon courage, parce que je pense qu'en face de nous, nous avons une mafia qui est bien implantée. Je dis mafia et j'ai vu ce dictionnaire, c'était uniquement parler du mal. Parce que sur un film, on m'a fait enlever le mot mafia. C'est pas criminel, c'est mal. Bon, monsieur Hulot, nous, associations, nous nous battons pour préserver notre petit territoire qui est la France. Nous perdons beaucoup de terres agricoles. Un ami m'a fait découvrir 2 livres, La tentation du bitume, où s'arrêtera l'étalement urbain. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je peux vous faire passer une photocopie. Comme ça vous donnera du courage. Il y a d'autres personnes. Nous ne sommes pas seuls. Du courage ou au contraire, ça va finir de m'accabler. Et alors l'autre livre, c'est Moins nombreux, plus heureux. Voilà, à réfléchir. Je reviens sur le sujet tout à l'heure d'énergie. On parle beaucoup d'énergie éolienne, on parle beaucoup de toute cette énergie renouvelable. On ne parle jamais, monsieur Hulot, de l'énergie humaine. Question embarrassante. Non, mais je vous laisse développer. Voilà. Eh bien, voyez, nous, dans le Bordelais, nous avons des hectares et des hectares de vignobles qui sont désherbés, traités chimiquement, qui polluent nos sources, qui polluent l'air, tout ce qui s'ensuit. Au lieu de payer des gens à rien faire, je pense qu'il vaudrait mieux les employer et encourager le travail. Voilà. J'ai un de mes camarades l'autre jour qui me disait il faudrait taxer les robots. Et ça n'est pas forcément incompatible avec votre souhait. Il y a une question ici. Alors j'aurais une petite question. Y aurait-il un moyen pour très vite arrêter le réchauffement climatique, par exemple des mesures très strictes ? Malheureusement, non. Parce que imagine que demain matin, on arrête toute activité, il n'y a plus aucune émission de gaz à effet de serre. Malheureusement, il y a un phénomène d'inertie, c'est un petit peu compliqué à t'expliquer, mais le phénomène de changement climatique, il est parti. Donc la seule marge de manœuvre que nous avons, c'est de le limiter à 1,5 degré d'élévation de température par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant que l'homme ait des grosses machines et développe des grosses technologies, ou de le laisser s'échapper au-delà d'1,5 degré. Et ce que tous les scientifiques nous disent, c'est pour ça qu'il y a une forme d'urgence, c'est que si les températures s'élèvent au-delà, le phénomène ne s'arrêtera pas parce que nous aurons un phénomène d'emballement. Bon. Donc si nous arrêtons brutalement, la seule chose qui va se passer, c'est que la température ne s'élèvera que d'1,5 degré, ce qui ne sera pas sans conséquence, et qui d'ailleurs, au passage,
le changement climatique est déjà à l'œuvre et est déjà mortel pour des centaines de milliers de personnes. On l'oublie trop souvent, mais malheureusement, il est déjà à l'œuvre. Donc on ne peut pas l'arrêter brutalement. En revanche, on peut prendre des décisions brutales. Quand je dis brutales, il faut les prendre dans les 10 prochaines années pour nous éviter de passer cette fameuse frontière du 1,5 degré. Parce qu'au moins, ça c'est une chose sur laquelle personne n'est revenu à la conférence de Paris. Et c'est quand même important de partager le constat, parce que tant qu'il y avait toutes sortes de tergiversations sur le diagnostic, le doute a profité évidemment à l'excès. Là, globalement, personne ne conteste qu'il y a un véritable danger, que nous avons une responsabilité dans l'aggravation de l'effet de serre et dans ses conséquences sur le changement climatique. Mais il y a des gaz, on parle de CO2, le méthane par exemple, est 27 fois plus impactant que le CO2, et sa durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus longue que la durée de vie du CO2. Donc voilà, là, nous engageons encore une fois les équilibres ou les déséquilibres sur des dizaines ou des centaines d'années. Ça, c'est vraiment une notion qui est totalement inédite. Jamais dans les siècles précédents, enfin jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme ou ses activités n'engageaient sur d'aussi longue durée, et en même temps, c'est ce qui devrait... Vous savez, il y a un joli proverbe qui m'a été donné l'autre jour quand j'ai été visiter des camps de réfugiés au Liban. Et il y a un gars du HCR qui me disait on mesure qu'une société se civilise quand des personnes âgées plantent des arbres sous lesquels ils ne se mettront jamais à l'abri. Et j'aime bien cette phrase-là parce que c'est vraiment ce qui peut caractériser notre époque, c'est que nous sommes en situation, au contraire, de protéger l'avenir de nos enfants, mais a fortiori des 3 ou 4 générations qui vont suivre. Et je pense que c'est un indice de civilisation que de voir si loin, ou à l'inverse, nous sommes en situation, au contraire, de compromettre leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs pour ça que, pardon, je fais une petite diversion, mais j'en profite, je pense qu'il y a un préalable très important dans nos sociétés, parce que justement, cette intrusion du futur, cette intrusion du long terme, qui rend l'action publique si compliquée dans un monde qui va très vite, qui est toujours précipité, happé comme dans un fleuve en crue, nous empêche ces 2 lectures simultanées, le court terme et le long terme. On n'est pas trop mauvais dans la gestion de l'inédit, de l'imprévu, on est assez mauvais dans l'anticipation, dans le traitement des causes et dans la planification. Et je pense que nos démocraties devraient faire rentrer le futur dans le logiciel démocratique. C'est pour ça que je pense que si nous pouvions avoir à l'échelle de la France, mais ça devrait être le cas dans les institutions internationales, une chambre du futur qui n'est d'œil que sur l'horizon long. Voilà, je ferme la parenthèse. En même temps, votre parenthèse va me permettre d'ouvrir ma question, puisque vous avez été accueilli par des politiques, vous avez parlé des politiques qui sont menées dans les États, et vous avez parlé de vos actions politiques. On vient d'évoquer René Dumont et son action politique. Vous avez fait cette charte pour l'écologie qui a été signée par tous les candidats à la dernière présidentielle. Et peut-être que vous voyez venir ma question, est-ce qu'il n'est pas temps que l'écologie cesse d'être juste une force de protestation contre ce qui arrive à la planète et dont on a l'impression que pour l'instant elle a du mal à agir là-dessus, pour devenir une force politique et sans faire référence à vous comme l'homme providentiel, mais vous représentez la politique écologique incarnée. Est-ce que vous ne pourriez pas annoncer plus rapidement qu'en décembre, quelles sont vos intentions sur ce plan-là? Oh ben, je vais me mettre au pupitre alors. Ah la vache. À 22h. Ce qui me désespère, c'est qu'un sujet dont je le répète, et ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, l'autre Nicolas, qui n'est pas un sujet optionnel, qui est un sujet conditionnel, qui met en cause
tellement de choses. Soit toujours sous-traitées, soit aux associations, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, heureusement qu'elles sont là sur le terrain, soit à une formation politique, quelle qu'elle soit, dont on peut fustiger les maladresses, mais en même temps, on citait René Dumont, et je pourrais citer René Dubos. Si on avait écouté ces écologistes à l'époque, plutôt que de s'en moquer, eh bien, croyez-moi que bon nombre de drames ou de difficultés, on en aurait été épargnés, ou en tout cas, leur résolution serait moins coûteuse en vie humaine ou en investissement économique. Ce qui me rend dingue, c'est qu'en 2016, ce sujet sur un bord de l'échiquier politique, et je dis ça sans esprit partisan, provoque une forme d'aversion, alors que c'est un sujet suprapolitique, je le disais tout à l'heure, qui concerne simplement, au-delà de nos différences politiques, notre propre avenir, qui peut nous mettre tous dans une immense difficulté, dans un chaos absolu, et que de l'autre côté de l'échiquier politique, on se contente de sous-traiter une formation politique, un enjeu aussi complexe, dont, quelle que soit leur bonne volonté ou pas, on ne peut pas leur demander d'être sur tous les fronts, parce qu'il n'y a pas, en l'état des solutions surtout, il y a un modèle complet à réinventer. Donc nous aurons besoin d'une union sur ce sujet-là. Et donc je suis convaincu que pour cette crise-là et les autres crises, il y a un préalable, c'est l'union. Je reviens à la phrase de Martin Luther King, mais il va falloir que nous mutualisions nos intelligences et que nous nous mettions d'accord sur un minimum de commun. Voilà. Et puis qu'il y a un certain nombre de choses, on verra après. Parce que tout est essentiel, mais si notre écosystème s'écroule, si nos économies s'écroulent, très sincèrement, des choses sur lesquelles nous sommes capables de nous étriper, on se dira, mais quelle futilité. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait, notre époque se caractérise par le fait que l'essentiel est toujours menacé par le superflu. Alors, pour répondre à votre question, non pas d'une manière claire, moi, je me désespère de voir arriver un horizon politique qui va traiter encore ces sujets, ou pas du tout, ou à la marge, ou d'une manière clivante. Alors que c'est un sujet où on devrait regrouper nos forces, nos intelligences. D'autant plus que je suis convaincu que dans nos territoires, pour ne parler que de la France, et notamment dans nos PME, il y a un gisement d'emploi, de créativité extraordinaire pour justement mettre en œuvre le monde de demain. Je vois mais vraiment des choses magnifiques. Et c'est sur ces entreprises-là notamment qu'il faut porter notre attention. Alors moi, la réflexion que j'ai, c'est comment être le plus utile pour que ne pas ajouter de la division à la division et faire en sorte justement que sur ces fondamentaux, on puisse se retrouver. Pas se retrouver pour, une fois encore, se retourner pour dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Bon, on est à un point zéro. L'histoire jugera les choses, mais je pense qu'il faut maintenant se projeter. Il faut cesser d'être contre tout. Il faut essayer d'être pour quelque chose. Voilà. Il faut qu'ensemble, on identifie ce qui fonctionne déjà, ce qui peut être reproductible à plus grande échelle. Il faut additionner les compétences plutôt que de les opposer. Ça paraît très naïf. Mais si on avance avec ce tel climat de tension que nous avons dans notre pays, moi, je suis certain qu'on va aller dans un chaos absolu. Voilà. Alors, ma seule réflexion, c'est comment on peut faire en sorte pour tisser du lien. Et il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle parce que la société est dans un état de tension absolue, parfois légitime, parce qu'il y a des gens qui ont des vraies difficultés. Mais sur ce sujet-là, si ce sujet doit encore nous diviser, c'est terrible. Alors voilà, je réfléchis à la meilleure manière de faire en sorte que sur un projet, sur des idées, sur des propositions, ce que j'appelle le minimum des communs, d'ailleurs sur une république des communs, comment on peut se rassembler. Voilà. On prend encore une question, peut-être ? Et après... Je vous remercie. Voilà, il y a eu, ce dimanche, il y a eu un vote en Loire-Atlantique qui a donné une majorité pour la construction d'un aéroport sur une zone humide au nord de Nantes, plutôt que
de donner la possibilité d'une alternative en agrandissant l'aéroport qui est juste à côté de Nantes et qui effectivement gêne les riverains et une partie de la population nantaise. Donc ma question c'était la suivante, est-ce qu'il faut accepter le résultat de ce référendum ou est-ce qu'il faut continuer la lutte contre l'implantation de cet aéroport? Cette nouvelle qui était prévisible, puisque le périmètre du référendum a été fait simplement pour quasiment garantir le succès du oui. Sinon, il se serait fait dans un périmètre plus important, ce qui aurait été logique, c'est l'aéroport du Grand Ouest, donc plusieurs régions y participent. Il aurait été normal que le référendum soit plus large. Dès l'instant où les ONG, dont je fais partie, nous n'avons pas appelé à s'opposer au référendum. Nous avons appelé à voter au référendum en étant les premiers désolés qu'il se fasse dans ce périmètre-là. Moi, j'ai un principe, c'est qu'une fois que la démocratie s'est exprimée, n'en déplaise à certains, et je sais que ça en déplaît, je m'incline avec regret, tristesse, et en disant maintenant l'État prend ses responsabilités. Mais je ne conteste pas le vote, parce qu'on ne peut pas dire voter, moi j'ai appelé à voter non, c'est le oui qui l'a emporté. Et alors, à ce moment-là, si au prétexte que la réponse ne nous satisfait pas, on conteste, voilà. Donc, en ce qui me concerne, je le respecte, je le déplore. J'espère que l'Europe et les juridictions européennes pourront être la dernière arme. Mais ça me désespère pourquoi? Au-delà, parce que c'est un symbole de l'incohérence. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, d'imaginer qu'on va pouvoir tenir nos engagements climatiques avec des investissements identiques, en sacrifiant encore des zones humides, des terres agricoles, qui au passage vont aussi devenir des terres rares, les terres agricoles, parce que cette espèce de gourmandise que nous avons pour artificialiser les sols et vendre comme ça des terres agricoles, comme si on vendait du bon pain, ça devient aberrant, et cette tentation du bitume, je ne connaissais pas l'expression, mais à laquelle nous cédons allègrement, me désespère, d'autant plus que, très sincèrement, il y a un jour où la France ne sera plus en capacité d'assurer sa souveraineté alimentaire, parce que nous n'aurons plus suffisamment de surface agricole si on continue avec ce processus d'artificialisation qui sacrifie l'équivalent, me dit-on, d'un département tous les 6 ans en France. Donc c'est symbolique de penser, premièrement, que nous avons la possibilité, compte tenu quand même du budget de l'État, qui est quand même particulièrement restreint. Il me semble que la priorité aujourd'hui, dans le peu de marge budgétaire que nous avons, c'est d'investir dans la rénovation des bâtiments anciens, parce que là, c'est la lutte contre la précarité énergétique qui est un véritable fléau chez nous, d'investir dans les transports doux, d'investir dans les énergies renouvelables, mais pas d'aller investir dans un investissement qui, pour moi, correspond aux paramètres du XXe siècle et non pas aux paramètres du XXIe siècle. La difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos élites sont restées avec les paramètres du XXe siècle, qui n'ont absolument plus rien. Ce n'était pas honteux il y a 20 ans ou 30 ans, et encore, c'était en 1970, de penser à l'avance, à l'agrandissement de ces rois. Mais enfin, aujourd'hui, il vaut mieux investir des choses qui ne favorisent pas. Ça veut dire qu'on table en plus sur l'expansion du trafic aérien, qui, en l'état, je suis désolé de dire, y compris pour moi qui ai beaucoup utilisé l'avion, il va falloir qu'on revoie à un moment ou à un autre, parce que ce qui était possible hier ne sera plus demain, sauf si demain les avions volent à l'hydrogène, mais enfin ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est pour moi l'exemple d'incohérence qui montre qu'on n'a pas encore compris, c'est les fameux choix dont je parlais, ce à quoi il va falloir renoncer, ce qu'il va falloir choisir. On ne pourra pas être sur tous les fronts. Voilà, écoutez, moi je voudrais simplement conclure, d'abord en vous disant que j'ai passé une bonne soirée, et vous profiter pour vous dire 2 choses. Enfin, vous citez 2 phrases que j'aime bien. La première, c'est Camus qui disait « Celui qui désespère des événements est un lâche ». Et croyez-moi, la tentation d'être lâche, elle est nombreuse, parce qu'il y a des moments où c'est désespérant, parce que je me force parfois à être un peu optimiste, mais ce qui me rend optimiste, c'est que je croise des gens géniaux régulièrement. Et celui qui croit en la condition humaine est un fou. Donc moi, j'ai choisi d'être fou plutôt que d'être lâche. Et je vous demande d'être fou avec moi. Et puis la deuxième chose que je voulais vous citer, parce qu'elle conclut bien ce type de soirée, souvent devant l'ampleur de la tâche, on se demande de ce que l'on fait les uns et les autres, si pour finir, ça sert à quelque chose. Combien de fois j'entends des gens et moi-même dire « mais à quoi ça sert, à quoi bon, etc. » Donc je vous cite la phrase du Dalai Lama, si vous ne la connaissez pas.
qui dit si vous croyez que vous êtes trop petit pour changer le monde, faites l'expérience de dormir avec un moustique et vous verrez qui empêche l'autre de dormir. Voilà. Merci.